Bonsoir à tous. Bienvenue sur TV7. Nous recevons ce soir Stéphane Le Foll, notre invité, l'ancien ministre de l'Agriculture. Vous êtes aujourd'hui maire et président du Mans Métropole, et également candidat à la candidature socialiste. Alors les militants choisiront leur candidat par un vote le 14 octobre prochain. On en parlera puisque c'est au cœur de vos préoccupations. Autre de vos préoccupations, le livre que vous venez de publier, titré « Renouer avec la France des Lumières » chez Calman Lévy, où vous dressez le constat d'une gauche qui s'est éloignée de ceux qu'elle est censée représenter. Et évidemment, vous livrez votre prescription pour retisser ce lien. D'abord, Stéphane Le Foll, une première question liée à l'actualité. Que vous inspire la primaire écologiste remportée d'une courte tête par Yannick Jadot ? Elle m'inspire d'abord un débat qui s'est tenu, qui a été serein. Il est même salué ce matin par Anne Hidalgo elle-même. Et ce que je me dis, c'est comment se fait-il qu'un grand parti comme le Parti socialiste, qui a été un lieu de débat très important pendant des années, aujourd'hui est dans l'incapacité de souhaiter, de vouloir et d'organiser un débat. C'est ça la question que je me pose. Alors que je pense que dans le contexte actuel, la question de la présidentielle, c'est-à-dire quel est le projet qu'on va porter pour la France, différent de celui des écologistes, différent de celui de Jean-Luc Mélenchon, différent de celui d'Arnaud Montebourg, mériterait un vrai débat public. Le constat que je fais, c'est que Olivier Faure, comme Anne Hidalgo, ne souhaite pas de débat. Ça, c'est l'objet de votre cours, c'est-à-dire que ça fait quand même maintenant quelques semaines, voire quelques mois, que vous réclamez que ce débat se tienne, et jusqu'ici, c'est resté la lettre morte. Vous l'expliquez comment ? Qu'est-ce qui se passe au PS ? La culture de débat, vous le disiez, c'était quand même une de vos marques de fabrique, pas simple toujours, mais là, en tout cas, on a tiré le rideau, c'est fini ? On a tiré le rideau. Il y a un PS qui ne débat plus. Il y a un PS qui ne propose plus. Il y a un PS qui ne s'affirme plus. Donc, il est en voie d'effacement. C'est ça le constat. Et cette logique, elle a été théorisée d'ailleurs par la direction du parti actuel. C'était l'effacement aux européennes derrière Glucksmann. Et ce sont les élections locales, avec l'affirmation du président sortant, ici en Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui a remis l'idée que le Parti socialiste pouvait encore porter un message qui était entendu par les électeurs. Et là, on découvre à ce moment-là que le Parti socialiste reste, c'est la formule du premier secrétaire, une force motrice. Mais il en reste une force motrice parce que localement, il y a des élus locaux, ça a été le cas au municipal et au régional, qui portent un message, qui affirment un message. Mais nationalement, aujourd'hui, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'affirmation. C'est un parti d'élus locaux, c'est ça le tableau que vous nous faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on résume la situation, une incarnation contestée, Anne Hidalgo, une absence de programme et une érosion militante, puisque les militants étaient 20 000 au dernier congrès. Quand on a 75 000 à Poitiers en 2015, 37 000 à Aubervilliers, 20 000 à peine, parce que là-dessus, on pourrait discuter. C'est un astre mort, le PS ? C'est un astre qui pâlit, mais à une vitesse de la lumière, pour reprendre le titre de mon livre. Et donc, on est proche de l'idée que qu'est-ce qu'il propose ? Et je le dis, moi, dans mon livre. Moi, j'ai un projet pour la France. Contrairement, par exemple, à Yannick Jadot qui dit « je serai le président du climat ». Non, on doit s'adresser à la France, aux Français. Et cette France durable, économiquement solide, performante écologiquement et socialement solidaire, c'est ça le projet qu'on doit porter. C'est celui-là qui doit être identifié. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, qu'est-ce qu'on identifie ? À part une mesure sur le doublement des salaires des professeurs, et j'ai cru qu'on voir aussi ou entendre la limitation de la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h. C'est pas un projet pour la France. Anne Hidalgo, c'est une erreur de casting pour vous ? Non, Anne Hidalgo a toute légitimité, les maires de Paris, à vouloir être candidate. Ça peut pas se discuter. Et moi, je l'accepte. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'à partir de là, on n'ait pas une vraie discussion pour savoir où on veut aller. Et on apprend, après une désignation qui s'est faite avec des signatures d'élus, qui va conduire vraisemblablement à un vote militant qui sera de toute façon à copier-coller ou copier-coller de ce qui s'est passé au moment du Congrès. Il n'y a aucune, aujourd'hui, perspective qui ne soit donnée, aucun débat qui consiste à bien analyser la situation. On est parti, tout le monde suit, sans réfléchir, sans se poser, sans discuter. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Je le comprends. En même temps, j'essaye de me l'expliquer. Il y a un vide qui a été créé. On veut combler le vide, donc on trouve une candidate. Et puis après, tout le monde suit. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passera. Qu'est-ce qui se passe au PS ? Qu'est-ce qu'il a à dire ? Qu'est-ce qu'il pourrait dire aujourd'hui le Parti socialiste ? Vous avez dans votre livre ce concept des Français insécurisés.
Expliquez-nous, c'est quoi? C'est Parce que je pense que ce la fil gauche- qu'a perdu la gauche, en tout Oui. cas la gauche socialiste? La gauche aujourd'hui est à 28% au total selon les sondages, même quelquefois en dessous. C'est-à-dire même pas le score, Là, on accumule tous les candidats de tous les gauche. candidats, même pas le score de François Hollande au premier tour, auquel s'ajoutaient 10% de Jean-Luc Mélenchon et 2% d'Eva Joly en 2012. La gauche, pour gagner, elle avait un potentiel de 40%. Aujourd'hui, on est, je le disais, autour de 25, 28, à peine 30, même pas 30. Ça veut dire que la gauche, aujourd'hui, elle a perdu sa capacité à être entendue, écoutée et en capacité de gouverner demain, de faire plus de 50%. Je vois même à la sortie des primaires écologistes, qui a été un vrai débat, porté, tout ça, on n'a pas d'impact sur le niveau de l'électorat intéressé par tout ça. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est que je pense que cette gauche s'adresse aux classes sécurisées, celles qui peuvent envisager l'avenir avec la sobriété, voire quelquefois la décroissance, qui vont penser à doubler certains salaires, mais qui vont pas regarder le monde du travail dans sa globalité, monde du travail chez les insécurisés, qui savent parfaitement que leurs entreprises sont confrontés à la concurrence internationale, qui sont très attachés à la valeur travail, et ça, plus personne n'est capable de leur parler. Au contraire, avec Benoît Hamon, on a porté le revenu universel, l'idée qu'il y aura de moins en moins d'emplois, et donc on va donner un revenu à tout le monde. Ce qui est complètement contraire à l'idée que s'en font les classes insécurisées. Elles veulent participer. Et leur participation à la construction d'une société et de leur propre avenir individuel, c'est le travail. Le travail, la valeur travail, aujourd'hui, c'est le grand impensé de la gauche? C'est un impensé. On a toujours cette idée de l'aliénation par le travail, alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a une forme, comment dirais-je, de dignité qui s'est installée. Moi, je l'ai constaté, je le vois très bien, au travers, dans ces classes insécurisées, sur cette valeur travail. Et la contestation qui est liée en particulier sur des mesures très généreuses, mais qui ne sont pas du tout comprises par ceux à laquelle elle serait censée s'adresser. Je prends un exemple. On dit on va augmenter les salaires et on commence par doubler le salaire des professeurs. Classe parfaitement identifiée, mais c'est du clientélisme. C'est du catégoriel. C'est l'idée que pour parler d'éducation, on va parler salaire des professeurs. Pour parler d'éducation et du problème de l'éducation, oui, il y a le salaire des professeurs. Ça, je suis d'accord. Mais il y a d'abord un échec aujourd'hui qui est celui de l'échec scolaire. Plus de 100 000 élèves, 120 000 quittent le système scolaire sans rien. On a une durée d'éducation devant les professeurs qui est une des plus courtes de toute l'OCDE. Et donc, il ne faut pas s'étonner que la reproduction sociale, là où il y a des difficultés sociales, quand vous avez un temps à l'école qui est à peine de 10% du temps total disponible pour des enfants, eh bien, ceux qui ont des écarts et pas la capacité à compenser le temps scolaire, ils perdent. Ils perdent. Cette question, elle doit être posée comme ça. Mais pas commencer par le salaire des professeurs, même si, j'y reviens, c'est un point qui doit être discuté et qui doit être revalorisé. Mais c'est d'abord le système éducatif, les conditions de travail, la manière dont on va envisager l'éducation dans sa globalité. C'est ça le message des socialistes. Si je reviens à Jaurès et à son grand discours, c'était quand même ça, émanciper l'ensemble des enfants de France et pas simplement quelques-uns. Voilà, des questions fondamentales qui ne sont pas traitées, pas discutées. Là, Anne Hidalgo, enfin, vous faites référence à elle dans cette proposition de doublement des salaires. Elle propose ça, vous l'avez dit, la vitesse sur les autoroutes. En fait, elle prend les choses à l'envers. Vous avez encore votre place, vous, au Parti Socialiste? Moi, j'ai toujours ma place. Alors, moi, j'ai une place historique. Je vois que les seules critiques qu'on est capable de me faire, c'est de dire « Ah, il va bientôt partir chez Macron. » Moi, on verra. Vous partirez chez Macron, alors? Non, parce que je pense, et je le dis dans mon livre, et je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui me différencie d'Emmanuel Macron? C'est pas simplement je suis contre le président de la République actuelle, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites, en particulier au début du mandat, sur cette idée des premiers de cordée qu'il faut booster pour pouvoir tirer l'ensemble, qui, me semble-t-il, et ça se constate, on fait le constat, aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on fait avancer une société. Bien sûr qu'il y a des gens qui doivent investir et qui sont précurseurs et qui prennent des risques pour d'autres. Ça, c'est acquis. Et moi, l'économie de marché, je reprends cette formule de Lionel Jospin, oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Mais oui à l'économie de marché. Elle est là, elle existe dans le monde entier. Par contre, la société de marché, ça c'est autre chose.
Et c'est là que la solidarité, c'est là que l'école, c'est là que la santé doivent échapper à des mécanismes uniquement marchands pour aller vers des mécanismes de service public qui permettent d'assurer une cohésion pour tout le monde. Ça, c'est un débat social-démocrate et écologiste en même temps. Et là, je répète la proposition qui est la mienne. Le grand enjeu des 5 ans qui viennent, c'est une politique massive d'investissement. J'appelle ça l'éco-keynésianisme. Parce que c'est par l'investissement. J'étais au port de Bordeaux aujourd'hui, puisque le président du port était venu au symposium sur l'hydrogène. On a discuté des grands enjeux d'hydrogène et des énergies décarbonées. C'est de l'investissement. Fondamentalement, pour avoir de l'emploi demain, il va falloir investir massivement. Elle est là, votre différence avec les Verts ? Elle est là, ma différence avec les Verts. C'est-à-dire que dans le débat avec les Verts, d'ailleurs, on l'a vu, et ça m'a frappé, il y a eu un débat sur croissance-décroissance. C'est eux qui l'ont eu eux-mêmes. Alors que juste... Vous l'avez eu au PS ? Jamais. Ça fait, depuis le début, on aurait dû prendre une position sur cette question. Parce que si on dit qu'on va vers la décroissance, comment fait-on pour financer un modèle social ? C'est ça la question qui est posée. Alors on dit, on va faire social-écologie. Ils répètent tout ça, social-écologie. Mais jamais personne... C'est un mot valise qui sonne creux pour vous. C'est un mot valise qui est répété pour se rassurer. Mais quand on veut travailler en se disant qu'on veut assumer des responsabilités gouvernementales. Et j'ai un avantage sur beaucoup de ceux qui me critiquent, c'est que moi j'ai exercé les responsabilités gouvernementales. Et je sais la difficulté. Et en agriculture en particulier, ou dans la viticulture, je sais qu'on est confronté à la réalité. Eh bien, c'est cette question-là qu'il faut se poser, au lieu de répéter des mots, ou alors des stratégies qui consistent à dire, en faisant la somme de tout le monde, on serait au 2e tour. Ben non, vous êtes peut-être au 2e tour en faisant la somme de tout le monde, et c'est même pas sûr, mais en tout cas, la gauche aujourd'hui, je le rappelle, c'est moins de 30%, et ça ne permet pas de gagner. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir endossé l'armure de Don Quichotte, Stéphane Le Foll, aujourd'hui ? Je sais pas où sont les moulins. Je sais en tout cas une chose, c'est que si j'ai pris le temps d'écrire ce livre, c'est parce que justement, je voulais faire autre chose que d'aller combattre des moulins, c'est d'écrire quelque chose qui pense une social-démocratie et l'écologie en même temps, mais qui pense cette social-démocratie et cette écologie en même temps, avec le souci de m'adresser à tous les Français, pas à une catégorie de Français. C'est ça l'enjeu. Merci Stéphane Le Foll d'être venu. Je rappelle le livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, Renouer avec la France des Lumières chez Calman Lévy. Voilà, à très vite. Merci. Et je pense qu'on reparlera de ces histoires de parti socialiste de gauche et d'alliance à gauche. Bref, on verra, la campagne a déjà démarré. À très vite sur TV7. Au revoir.